Je vois que vous êtes nombreux. Alors bonjour et bienvenue à ce webinaire intitulé Développer ses soft skills, un défi à la portée de tous. Donc je reçois Arnaud Collery. Bonjour Arnaud, est-ce que tu peux te présenter? Oui, merci, merci Margot. Très content d'être là. C'est notre deuxième webinaire ensemble. On avait fait quelque chose avec Christophe, que je connais un petit peu depuis le salon, le forum de la QVT l'an dernier à Deauville, où j'étais l'ambassadeur. Je vais me présenter en deux, trois mots. Bien qu'ayant fait des études de finance, même une maîtrise de finance, un stage dans les périodiques fiscaux, stage d'arbitrage et banque d'affaires il y a d'une vingtaine d'années, j'ai choisi, parce que la vie m'y a obligé, m'y a amené, je ne sais pas trop, très vite, au bout de 4 5 ans, je me suis mis dans tout ce qui était humain, développement personnel, soft skills. Et il y a très tôt, vers 18 17 ans, j'avais commencé à faire des conférences, à écrire sur le domaine, et puis à faire du coaching non officiellement. Et après de nombreuses carrières dans une vingtaine de pays, en 2007, il y a 7 ans, non, il y a en 2014, on a commencé à faire de l'événementiel inspirant, du coaching, de la formation sur tout ce qui est soft skills. Euh, et j'entendrai la manière de ce que moi j'appelle les soft skills. Donc là, depuis 2014, et on l'a fait sur 30 pays. Et puis maintenant, on est revenu en France. On est basé à Bordeaux, très heureux. Je pense que c'est l'un des meilleurs endroits au monde pour la qualité de vie. Et voilà, on est basé à l'incubateur de start-up, le Village by CA, pour ceux qui connaissent, pour la plateforme de soft skills qu'on monte. Et là, je viens de finir Vivatech, où je faisais des conférences sur le bien-être et la technologie. Et là, j'embraye demain pour ceux qui sont dans le coin à Vivre l'entreprise Porte de Vincennes, euh, pour d'autres conférences, notamment avec des gens comme Guy Châtelain sur tout ce qui est soft skills. Donc voilà, je me suis présenté en gros. À toi. Eh bien, moi je m'appelle Margot Fusilier, donc je travaille avec Christophe et c'est l'un de mes premiers webinaires en tant qu'animatrice. Donc je suis assez heureuse, surtout avec ce sujet-là. D'ailleurs, je te laisse présenter ton entreprise Humanava pour que tout le monde comprenne mieux ce sujet. D'accord. Et juste pour la trame, encore une fois, on a 30 minutes. Oui, 30 minutes, 30 minutes, je présente un peu ma boîte, et puis après, tu me poses des questions et les gens poseront c'est des bien questions. ça. C'est parti. C'est parti. Donc voilà, Humanava, pourquoi Humanava, déjà le nom, et puis le logo. Manava en sanskrit, ça veut dire humain, et on l'associe au côté human américain pour en faire quelque chose de très international. Notre but, c'est très clair, hein, c'est de prendre toute la verticale de bien-être et technologie et de mettre les meilleures masterclass possibles sur les soft skills en avant, d'abord en France et puis après dans l'étranger, en mettant en avant les pontes dans les domaines, dans ces domaines-là. Euh, et voilà comment ça se présente, que ce soit sur votre desktop ou sur mobile. En fait, c'est avec des masterclass d'1 heure, 1 heure et demie, découpées dans des sessions de 5 à 10 minutes. On travaille sur chacune de ces masterclass pendant un mois, voire 2, voire 3 mois, sur le storytelling. Et puis, on découpe ça voilà, sur des sessions vivantes, vivifiantes, passionnantes, de 5 à 10 minutes, avec 3 4 caméras, où vous avez l'impression de vivre une véritable expérience. C'est B2C, B2B, vous pouvez les acheter en direct ou vous pouvez les acheter via, on est agrément de formation, donc via vos DRH ou chargé de formation dans votre entreprise. Pourquoi les soft skills sont si importants? La meilleure manière de réfléchir pourquoi les soft skills sont importants, c'est réfléchissez au dernier deal que vous avez fait, à la dernière carrière que vous avez faite, à tout ce que vous avez réussi, entrepris, récemment ou pas, dans les dernières années. Qu'est-ce qui fait que ça a pris? C'était rarement une question de technicité, rarement. C'est la base, la technique. Aujourd'hui, tout le monde a les mêmes capacités, compétences, hard skills. Ce qui a fait votre différence, c'était la manière dont vous communiquiez, dont vous fassiez peut-être preuve de bienveillance, et tous le petit je ne sais quoi qui ne se trouve pas dans le CV, qui ne se trouve pas dans vos soft skills. Et aujourd'hui, on le voit avec le Covid de pouce, c'est vraiment le meilleur moment de relever les défis grâce à vos techniques de communication, mais pas que. Et c'est vraiment pour vous aider à vous préparer pour demain, à apprendre le plus possible sur vous-même et les gens qui vous entourent. Bon, ça, on a déjà fait notre petite présentation, mais c'est les boîtes qui m'ont accompagné
ces 10 dernières années, beaucoup de Nations Unies, L'Oréal, Cartier, Dior, etc. La Cité du Vin en ce moment à Bordeaux. Et puis on a la chance d'avoir beaucoup de presse récemment, comme Les Échos, BFM TV, Bismart, etc. Le Monde. Beaucoup de gens en ont pas. Il faut savoir que la crise est le grand révélateur de notre plein potentiel. Hein, il y avait une phrase que j'aimais dire pré-Covid, qui était personne, absolument personne, n'est à l'abri, parce que dans un confort si douillet, n'est à l'abri de ne jamais utiliser à fond son potentiel. Et voici ce que nous permet la crise, c'est enfin de se connaître, c'est ça les soft skills, hein. C'est de se connaître soi, c'est de se connaître ses émotions, c'est connaître les émotions des autres, afin d'aller d'avant pour soi-même ou pour ses collaborateurs. Alors il y a beaucoup de choses, de cas, donc je vais faire encore 5 minutes de plus, et puis après tu vas me poser des questions, puis après vous allez me poser des questions. Mais les soft skills, dans 2 cas, c'est majeur. Un, pour 25% de la population française, beaucoup de solitude. Ces derniers 18 mois, beaucoup d'angoisse. Qu'est-ce qui va se passer? Perte de repères, où je vais? Et là, les soft skills, on intervient directement avec des thèmes comme l'intelligence émotionnelle, se connaître ses émotions. C'est tout ce qui est le self-leadership. On va sortir une masterclass sur le self-leadership dans 2 semaines avec une certaine Delphine Buisson, femme d'affaires, sportive, incroyable femme, aux multiples talents. Mais c'est vraiment l'art de se connaître. En France, je sais que le mot leadership fait peur. On n'a pas besoin d'avoir fait l'ENA ou HEC pour être leader. Tout le monde est leader. C'est en soi. Leader, c'est de se connaître et de mettre ce qu'on connaît de soi en avant, mais en respectant l'autre, en étant transparent sur ce qu'on est, sur nos angoisses, sur notre rythme de vie, sur nos besoins émotionnels. Donc le self-leadership, le leadership féminin, on parle beaucoup de ça aussi, c'est de se connaître en tant que, pour ceux d'entre vous qui sont des femmes, se connaître en tant que femme sur les grandes différences avec le leadership homme-femme, mais c'est aussi d'apprendre tout ce que vous pouvez sur la résilience. Hein. La résilience, je vous donne 2-3 exemples, c'est d'apprendre tout ce que vous pouvez, que ce soit du maître en France Boris Cybernuk, ou que ce soit du colonel Stockdale aux États-Unis qui dit qu'il ne fallait pas confondre ce que c'était que la résilience. La résilience, c'est 2 choses. C'est ça, hein, c'est les soft skills aussi, c'est d'apprendre sur ce muscle-là. C'est de construire cette vision positive, non angoissante du futur qui vous porte, qui vous donne envie d'être là, sans tomber dans la naïveté. On peut construire cette vision du futur tellement bien, qui nous porte et qui fait en sorte qu'on réalise notre potentiel, tout en, c'est ce que disait le colonel Stockdale, tout en faisant sûr que chaque jour, on doit mettre ses gants de boxe et on doit se battre et affronter ce qu'on doit affronter au jour le jour. Donc c'est construire la vision du futur, et 2, faire ce qu'il faut au jour le jour. Et 2, les soft skills, c'est surtout la culture d'entreprise, bien sûr. J'ai encore, allez, grosso modo, 30% des patrons ne comprennent pas ce que c'est que les soft skills, ne comprennent pas ce que c'est que le ROI des soft skills. Un exemple, la diversité et l'inclusion. Développer une véritable connaissance de la diversité et l'inclusion, ça va vous développer vos soft skills. Ça va développer une culture d'entreprise. Aujourd'hui, elles sont toutes barrées, les cultures d'entreprise. Pourquoi? Parce que la culture d'entreprise, c'est ce qui vous rassemble. C'est toutes les choses non dites. C'est ces traditions, c'est ces mots qu'on utilise. Mais c'est aussi une certaine capacité d'esprit, c'est une certaine langue, vocabulaire que vous utilisez dans le monde de l'entreprise. Et elle se fait par le lien de chacun d'entre vous. Et comme aujourd'hui, tous les liens ont éclaté, puisqu'une certaine partie d'entre vous est partie de l'entreprise, d'autres ont changé de métier, changé de ville, changé de mental aussi. Certains d'entre vous ont pris, ils ont complètement changé la manière dont ils visualisaient le monde. Et donc, du coup, il n'y a plus rien qui nous rassemble. Du coup, il n'y a plus de véritable culture d'entreprise. Du coup, toutes les cultures d'entreprise, pratiquement dans chacune des entreprises que je rencontre, sont à refaire. Et là, il faut parler, de diversité et d'inclusion. Pourquoi? Même si ce mot fait peur, malheureusement, en France.
hein. Aux États-Unis, dans chaque boîte, ils ont un Chief Diversity Officer. La diversité, c'est la richesse que vous pouvez recevoir de la part de chacune des personnes dans l'entreprise, aussi différentes soient-elles. Il faut arrêter d'engager des gens qui ont juste le même parcours, juste la même école, juste la même technicité mentale. Non, il faut prendre des gens les plus diverses possibles afin que l'innovation et puis la créativité soient le maître mot. Alors là, c'est un exemple des gens, hein, qu'on met sur la plateforme, mais ça vous montre aussi ces soft skills qui pour moi sont importants. Alors la réinvention, la résilience, la réinvention, pareil, c'est un muscle. Et plus on se réinvente, plus on a envie de se réinventer. On comprend que oui, on ne sait pas. Oui, on ne sait pas exactement ce qui va se passer dans 6 mois, dans un an, dans 2 ans. C'est pas grave, c'est le monde dans lequel on est rentré de plein pied maintenant. Il y a encore 10 ans, dans les cours de management, hein, je pense à Harvard, à Yale, j'avais pris un petit cours, on disait qu'un bon produit pouvait durer 8 ans. Aujourd'hui, pré-crise, hein, il y a 18 mois, on disait qu'un bon produit pouvait durer 2 ans. Aujourd'hui, à notre époque, post-crise, il faudra se réinventer. Je vous parle au niveau du produit tous les 6 mois. Et je ne vous parle pas de la carrière. Hein. De la carrière pré-crise, c'était 12 mois en moyenne pour les grandes villes du monde. Hein. Les grandes villes, les Paris, les Lyon, les Shanghai, les Tokyo, les Londres, New York, San Francisco, etc. C'était 12 mois. Aujourd'hui, les carrières, ça va être plutôt du 8 mois dans les boîtes d'ici 2-3 ans. Ça va être normal. On va tous travailler pour plusieurs boîtes à la fois. Donc ça, il faut apprendre sur la réinvention. Il faut apprendre bien sûr sur l'art oratoire. J'ai eu l'honneur de coacher quelques 1000 personnes à parler en public sur des conférences un peu partout. J'ai trouvé un autre maître qui est Thierry Watley. Sa vidéo va sortir dans notre plateforme d'ici 2 semaines. L'ancien rédacteur en chef. Je vous encourage tous à regarder ce que fait Thierry déjà Watley sur Google, sur YouTube, un peu partout, sur l'art de maîtriser les mots et surtout l'art de communiquer, l'art de connecter à une audience, surtout lorsqu'on est en public, mais aussi pas que, sur Zoom. On aura Otseli, on avait la chance de l'avoir ce matin sur France Info, dès 9h, qui a parlé pendant 15 minutes du burn-out. Et ça, pareil, c'est un muscle, la prévention du burn-out. Selon elle, 50% de la population française sont en processus ou en processus de burn-out ou en burn-out déjà maintenant. 50%. Elle nous explique comment le prévenir, comment le comprendre, comment l'accepter, déjà de mettre des mots là-dessus. L'intelligence émotionnelle, je vous en ai parlé en avant, on prendra des gens comme Régis Rossi, etc., etc. On prend l'un des pionniers de la RSE, Philippe Girard, devenir champion de sa vie avec un Paul-Henri Delarue. Bref, des gens qui sont au top niveau, chacun sur les soft skills. Marie-Laure Hubert-Nasser, qui va nous parler de leadership féminin, c'était la numéro 2 de la mairie de Bordeaux jusqu'au changement de municipalité il y a peu de temps, qui va aller dans le détail, comment briser ce mur de verre, comment faire en sorte de prendre confiance en tant que femme, comment faire en sorte d'avoir des alliés, hommes ou femmes, dans l'entreprise. Jean-Philippe Ackermann, homme d'affaires, qui a été ruiné 3 fois complètement, qui va nous parler d'optimisme et qui, lui, définit bien l'optimisme comme surtout pas quelque chose de naïveté, mais surtout, au contraire, c'est quelque chose dans le mouvement, dans l'élan. C'est quelque chose qui demande beaucoup d'efforts, l'optimisme, mais qui est tellement si simple, plus simple pour voir la vie. On a eu de la chance d'avoir beaucoup de presse dernièrement, que ce soit dans la presse régionale en Nouvelle-Aquitaine ou alors dans les canards nationaux, etc. Donc voilà, j'en ai fini sur ma petite presse. Maintenant, on peut parler plus Oui. simplement. Alors, j'avais bien une question de Sylvie qui me demande si vos formations sont-elles accessibles à titre personnel via le CPF? Alors, le CPF, on a la chance d'avoir l'agrément de formation depuis une semaine et on est en train de se renseigner, mais je crois qu'on n'est pas encore agrémenté CPF. Je ne savais pas, après 20 ans de l'étranger, que la complication administrative, c'était une vraie chose en France. Et donc, voilà, on devrait être accessible d'ici un mois, normalement, en CPF. Mais on est apparemment finançable sur vos OPCO. Donc, si vous avez vos OPCO, vous présentez notre dossier, comme on a un numéro d'activité de formation, on est finançable apparemment 80%, mais pas 100% pour le CPF. Voilà. N'hésitez pas on aura ces informations sur le site d'ici une semaine. Sur CPF, parce qu'on nous pose beaucoup de questions. On est live que depuis 3 mois. Super.
Eh bien, on va continuer. J'ai une question pour le public, donc vous pouvez répondre sur le chat. Pour vous, j'aimerais savoir qu'est-ce que c'est, enfin, quelle est la soft skill qu'il faut avoir en ce moment à la sortie de crise? Qu'est-ce qu'il faut avoir pour survivre en ces temps compliqués? Vous pouvez répondre dans le chat. Hop. Alors, on a de l'humanité, Ouais, de la résilience, ouais, de l'empathie, ouais, de l'agilité, ouais. de l'autonomie, Ouais. de la disponibilité. Toi, Arnaud, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? C'est exactement les thèmes, si tu veux, depuis. On a fait 8 mois d'incubation avant de lancer notre site, hein. On s'est mis à peu près à mai dernier à appeler les DRH dans le monde entier, en France et dans le monde entier, quels étaient les besoins immédiats. Vous les avez cités, hein. Euh, on voit beaucoup, 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 beaucoup de choses sur comment se faire confiance. C'est un gros problème, surtout en France français. On n'ose pas prendre des risques, innover, essayer, expérimenter. Se faire confiance, un. Deux, faire confiance aux autres. C'est pour ça, et surtout les patrons français, malheureusement, on le voit, là, moi j'en parle à beaucoup, je dis, mais faites confiance à vos employés. S'ils veulent rester à la maison maintenant, de toute façon, on est dans un monde semi-flexible à partir de maintenant, tout le monde le dit, allons-y. Je sais que ça va être catastrophique sur la santé mentale dès le mois de septembre, parce que c'est plus de la part je vois, de certains patrons que les employés eux-mêmes. Au niveau de l'agilité mentale, effectivement, donc la confiance en soi, il faut faire confiance aux autres, et surtout pas les pointer. Et certains patrons, managers me disent, oui, mais comment savoir qu'ils travaillent bien, qui font vraiment leur boulot, qui sont 8 heures devant l'ordi? Ben, ils seront peut-être 4 heures devant l'ordi. Tant mieux s'ils font un 4 heures, s'ils font un 4 heures, mais un 4 heures productif. C'est ce que tu veux. On n'est plus au monde du présentiel. Et ça, vous avez, vous, la capacité en tant qu'employé, je ne sais pas. Tu peux demander aussi peut-être la question, quel rôle avez-vous dans l'entreprise? Est-ce que vous êtes plutôt un Tu peux leur CEO? demander, ils vont répondre sur le chat, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas. N'hésitez pas, effectivement. Je peux demander directement, Margot. Voilà, dites-nous aussi ce que vous faites comme rôle dans l'entreprise, à quel niveau, statut hiérarchique vous vous placez, et quel que soit le niveau, faites-vous confiance et faites confiance aux autres. Toutes les études, tout ce qu'on a fait, chaque fois qu'on donne confiance à quelqu'un, il nous le redonne dans la majorité des cas. Alors, il y en a toujours des tirs au flanc et qui vont rien faire, mais c'est 20%. 80% des gens, quand on leur donne confiance, ils vous font plaisir. Ils travaillent plus, ils sont plus soudés. Et ça, bah, il faut y aller. C'est un des risques aussi. Oui, c'est un risque. Donc la confiance, l'agilité, vous m'avez parlé d'empathie. Alors l'empathie, c'était passionnant. Depuis la crise, j'ai à peu près une vingtaine de dirigeants qui m'ont demandé un cours particulier sur l'empathie. Je pensais que c'était une blague, hein, je dois vous dire au début, hein, je pensais que c'était une blague. C'est pas possible, vous m'avez demandé quoi? Non, effectivement. Et l'empathie, c'est quoi? C'est de pouvoir se mettre à la place des autres avec, avec ce qu'ils ont dans le crâne. Pas juste se mettre à la place des autres. Parce que quand on se met juste à la place des autres avec ce que vous êtes, votre prisme, vos bagages émotionnels, ça ne va pas le faire. Si vous mettez à la place des autres, avec eux, essayez de s'imaginer, avec eux ce qu'ils ont vécu, ça demande quoi l'empathie? Ça demande de connaître leurs histoires, leur parcours de vie. Chaque fois que je parle de ça à un patron ou à un manager, ils me disent, ça va prendre beaucoup de temps de connaître les gens. Eh bien oui, alors si vous avez 100 000 employés, effectivement, il faut faire ça par différents managers. Mais si vous avez 30 personnes autour de vous, si vous devez de prendre 2 heures avec chacune de ces personnes pour connaître leur histoire de vie, c'est pas grand-chose. Ça vous demande 60 heures, c'est que dalle à terme. Ce sera très bien pour vous, ce sera très bien pour la boîte, ce sera très bien l'humanité, parce que ce que j'ai pu constater, hein, de ces peu près dizaines d'années de coaching, un peu dans le monde entier, quelle que soit la culture, quel que soit l'âge, quel que soit le sexe, les gens ont besoin d'être entendus, d'être vus, d'être écoutés pour la personne qu'ils sont, pour la personne qu'ils vont devenir. Et donc il faut nous écouter, quels sont les parcours de vie, quels sont les virages de vie. Vous pouvez regarder pour ça l'événement avant Humanava, la plateforme, on avait lancé qui existe toujours, un site qui s'appelle standupforpassion.com, et vous pouvez aller regarder la chaîne youtube.com/standupforpassion, et on a filmé toutes ces personnes qui se sont révélées sur scène, sponsorisées par des boîtes. On a demandé l'autorisation et la plupart nous l'ont donné. Donc on a une centaine de vidéos de gens qui pendant 7 minutes
parlent de leur transformation personnelle. Et ce que j'ai vu, c'est pas qu'américain, les gens pensent que c'est... Non, non, non. Une fois qu'on se confie sur notre transformation personnelle, les gens vont pouvoir accéder à votre fort intérieur. Ce qui fait qu'on va développer l'empathie. Il y a plein de manières de développer l'empathie. Il y a par exemple des cours d'improvisation. Vous faites venir des coachs, vous pouvez nous demander à Humanava, on peut vous fournir aussi du présentiel des coachs, ou à d'autres coachs, mais 3 mois de cours d'improvisation, 1 heure par semaine, n'importe qui développe son empathie. Parce que l'improvisation, pour ceux d'entre vous qui l'ont fait, c'est quoi? C'est savoir dire oui, ne jamais dire non. Compliqué dans la culture française, hein. Ne jamais dire non pendant 1 heure. Tout ce qu'on nous propose, on dit oui. Oui et. Hein, vous voyez, il y a des bouquins entiers qui ont été écrits sur l'improvisation. Si vous ne pouvez pas le faire, vous l'apprendrez un petit peu au moins par l'écrit. Et il y a le plus connu, il s'appelle Yes and. Oui et. Donc voilà, il y a plein de manières de développer l'agilité. Le développer l'agilité, c'est demander. Aujourd'hui, il y a beaucoup de managers qui acceptent enfin à faire beaucoup plus de transversalité à travers les silos dans les entreprises et de pouvoir travailler dans d'autres services qui ne sont pas les vôtres, les leurs. Et ainsi de permettre l'agilité. Vous voyez comment ça se passe dans un autre service. Donc du coup, vous allez beaucoup plus vite à traiter avec eux ou revenir. Ça vous donne beaucoup plus d'idées pour vous de revenir dans votre service après, ne serait-ce qu'une semaine dans un autre service d'activité. Ça va vous donner. Donc il y avait la confiance, il y a l'agilité, il y a quoi d'autre? Je vois plus le Là, truc. on me parle d'intelligence collective. Oui, Et d'intelligence collective. l'intelligence émotionnelle aussi. Bien sûr, l'intelligence émotionnelle. À nouveau, alors l'intelligence collective, il y a tellement de manières de l'aborder, mais pour moi, j'aime bien l'appeler l'intelligence immédiate. Parce que ce que j'ai vu, c'est lorsqu'on on donne encore une fois confiance aux gens et on les met dans un espace souvent clos, voilà, peut-être une grande salle de différence, une grande salle de conférence ou je sais pas, une salle de retraite, un château, un endroit qui est un peu plus sympa qu'une salle de conférence, c'est toujours mieux. Et lorsqu'on leur demande, après les avoir mis en condition, les encourager, leur opinion sur quoi que ce soit, et lorsqu'on les encourage, on leur fait confiance, il y a une intelligence immédiate, collective qui apparaît. On les laisse parler, et souvent pas forcément de sujets qui sont liés au boulot. Et là apparaît quelque chose. On peut appeler ça l'intelligence collective, immédiate, ce qu'on voulait. Donc là, oui, l'intelligence immédiate, bien sûr, regardez les travaux de Régis Rossi. J'en ai parlé pas mal aussi, si vous me googlez sur différentes conférences, sur mes 3 TEDx, je crois que j'en parle beaucoup. C'est vraiment se connaître sur ses émotions à soi et les émotions des autres. On est tous différents. On a toutes nos prises parce qu'on a tous vécu des drames, tous, 100% des gens. Et donc on s'est tous, hein, c'est de la psychologie de base, mais elle est vraie, on s'est tous construits en mettant des défenses naturelles avec certaines émotions, et qui fait que quelque chose se passe, on réagit d'une façon réactive, instinctive. Et donc il faut être courant, il faut s'observer. L'intelligence émotionnelle, on peut en parler pendant. Il y a des semaines, il y a des stages entiers de 8 jours hein, sur l'intelligence émotionnelle. Donc je ne vais pas vous répondre en 2 secondes, mais c'est juste s'observer. S'observer comment on répond. Et surtout dans les situations de stress, bien sûr. C'est là où on apprend sur soi. Eh oui. J'avais une question justement. Comment on fait pour développer toutes ces compétences comportementales, parce que ça s'appelle comme ça aussi. Et est-ce que tu penses que tout le monde peut développer des compétences, même un timide maladif, est-ce qu'un jour il pourra monter sur scène et parler sans Eh bien, problème? 50% des gens que j'ai coachés, 50% étaient des introvertes. 50%. Vous allez sur youtube.com/standupforpassion et j'ai découvert, moi qui étais, je me connais bien, je crois que je suis un 70% extraverte et j'ai 20-30% d'introversion chez moi. C'est-à-dire que j'ai pas besoin de parler tout le temps sur n'importe quelle scène. Non, parfois je peux me taire pendant 3 heures. Un extrovert ne peut pas. Un pur extravert, c'est horrible pour lui. C'est catastrophique. Donc, je comprends, mais maintenant j'ai beaucoup plus même de plaisir à travailler avec les introvertes que les extravertes, parce que l'introverte, il suffit juste de lui faire confiance, encore une fois. Tu lui dis tu peux, et tu vas le faire, de s'adapter à sa méthode. L'introverte, comme vous le savez, ma femme est une pure introverte, ils mettent un peu plus de temps, ils sont un peu plus réactifs, ils détestent qu'on leur demande leur opinion tout de suite, là, maintenant. Elle détesterait faire ce webinaire. Par contre, si on le laisse de temps,
ils arrivent avec des idées qui peuvent être souvent meilleures que nous, les extravertes. Donc, si on s'adapte à leur rythme, ce que je faisais en tant que coach, c'est-à-dire que jamais je mettais de pression sur eux, jamais. On travaillait ensemble, on prenait peut-être un tout petit peu plus d'heures, mais je m'adaptais à leur rythme. Quand on s'adapte, on les écoute, on dit quand tu veux, tu me dis quand tu es libre et on travaille comment tu veux, comme tu veux, quand tu veux. Et à ce moment-là, ils vont être les plus travailleurs parce qu'ils vont, voilà, ils sont beaucoup plus normalement perfectionnistes, donc ils vont choisir chacun des mots. Ils vont choisir chacune des phrases. Ils vont m'écouter quand je leur parle de structure en termes de prise de parole en public. Et il faut juste leur donner confiance pour la première minute sur scène. Je dis, ça va se passer, ça va être dur, tu vas trembler peut-être pas. C'est juste la première minute, la première fois sur scène. Une fois que c'est parti, c'est parti. Je vous donne un des exemples que j'ai, qui est un pur introverte, j'ai eu l'honneur qui me préface mon bouquin publié chez Larousse, je fais ma petite pub, ça s'appelle Monsieur Happiness, Tal Ben-Shahar, qui était un Israélo-américain et un pur introverte, qui a fait les premiers cours de bonheur à Harvard. Vous le voyez dans la vie, très calme, il ne bouge pas, quelques questions, comme ça, toujours très très doux. Vous le voyez sur scène, une bête de scène, génial. Il a appris, technique par technique, mot pour mot. Mais du coup, il est bien meilleur que l'ensemble des conférenciers que je connais, qui sont des extravertes et qui n'ont aucun problème à monter sur scène. Sauf qu'eux, ils ont moins travaillé en amont, du coup. Donc j'adore, 50% des gens avec qui je travaille en public, de prise de parole en public, sont des introvertes. Et donc oui, ils peuvent. Et pareil pour des gens qui ont manque d'empathie. Le manque d'empathie, je dois vous dire qu'avant le Covid, je ne pensais pas qu'on pouvait enseigner ça. Je ne pensais pas. Donc j'étais coach depuis des années, mais je pouvais permettre à des managers ou des non-managers à prendre de conscience de ce qu'ils étaient et créer une communication avec l'autre. Je pouvais améliorer. Je ne pensais pas que je pouvais créer des gens un peu empathiques. Et maintenant, en fait, durant le Covid, j'ai créé des programmes de coaching in résidence, ce que je vous conseille tous de faire dans vos entreprises. C'est-à-dire que je l'ai fait en tant que coach moi-même physiquement ou virtuellement. Comme un mois sur deux, on était confinés ou pas. J'ai fait avec des entreprises à Bordeaux où j'étais basé. J'ai passé une demi-journée par semaine dans des boîtes à faire des sessions de 30 minutes, espèce de coaching de vie, voilà. Je leur disais, les employés pouvaient me parler de tout, que ce soit du professionnel ou de la vie. Et j'ai vu qu'en fait, simplement, encore une fois, de porter l'intention sur ce qui était important pour eux pouvait leur permettre de développer leur empathie. Il y avait même un mot-clé qui est apparu, c'est la curiosité. Plus je permets aux gens d'être curieux d'eux-mêmes, curieux des autres, plus je permettais d'accélérer leur empathie à l'extérieur de leur boîte, à l'extérieur de leur univers. Donc oui, que ce soit la prise de parole en public, que ce soit l'empathie, que ce soit l'intelligence émotionnelle, que ce soit la résilience, c'est possible. Et la résilience pour moi, et même moi quand j'en ai besoin, qu'est-ce que je fais ? Je me mets à lire des autres parcours de vie ou des gens qui ont été au fin fond du trou. Là, par exemple, il y a Franck-Olivier Gisbert qui vient d'écrire un bouquin sur Tapie. Qu'est-ce qu'on pense, quelles que soient les choses dont on pense de Bernard Tapie, on peut en admettre qu'en moins, le mec, il a été résilient tout au long de sa vie. Et là, lui, il vient de publier un bouquin sur les leçons de vie de Bernard Tapie. Voilà. On va forcément tous apprendre, qu'on aime ou pas Bernard Tapie, quelque chose sur la vie qui nous donne et la résilience, c'est quoi ? C'est d'aller dans son fort intérieur et de se dire que ça va y aller, on va continuer. La meilleure définition du leadership que j'ai entendue, c'est de marcher toujours debout, enthousiaste, alors qu'on a une centaine de flèches dans le dos. Et oui. Puisque c'est ça, on est tous pareils. On est tous à la même enseigne. Tous. Il y en a qui ont perdu une partie de leur famille dans les camps de concentration. Il y en a qui ont perdu une jambe. Il y en a qui ont fait faillite 3 fois. Il y en a qui sont schizophrènes ou dont le frère est schizophrène. Peu importe. On a tous des drames. Et puis dans le monde professionnel, on a tous été trahis. Tous. On a tous eu des merdes. Mais il faut continuer. Il y a les gens qui disent « Ah ben non, c'était très dur, tu sais pas. » Moi, chaque fois qu'on m'a demandé à coacher un dirigeant ou une équipe, chaque secteur me dit « Tu vas prendre pour nous, c'est très difficile. Hein. Notre secteur est particulièrement touché. Et les personnes, tu vas voir, c'est difficile. Hein. Je ne sais pas si tu as eu ces cas-là. » Chaque fois, on me l'a fait le coup. Et chaque fois, je travaille avec ces personnes et chaque fois, je me dis « Je vais apprendre quelque chose que je ne connais pas. » Non. Toujours les mêmes choses. On est tous passés par des moments difficiles. Et simplement, il y a des gens qui passent outre
Et il y a des gens qui restent malheureusement dans ces schémas compliqués. Et alors c'est difficile, hein, parce que il n'appartient pas qu'à moi de les aider. Ça fait partie aussi de leur parcours. Il y a des gens qui sont nés avec une plus grande capacité à être résilients, une plus grande capacité à être heureux, et puis dont certains, les parcours ont été tellement difficiles au début de leur vie que c'est quand même très difficile pour le restant de leur vie. Mais beaucoup, on peut changer. C'est Boris Cybernuk qui a étudié la résilience pendant 40 ans en France, qui, pour lui, 90% des gens peuvent changer s'ils sont bien accompagnés. Il appelle ça des tuteurs de résilience. D'accord. 90% pour lui. Ça sera le mot de la fin, Mot puisqu'on de la est fin. Oui, et c'est la fin. Bon, bah, écoute, merci à toi, Margot. C'est un plaisir de t'avoir avec nous. Merci, et je vous encourage à me LinkedIn ou Googleiser ou Oui, Facebooker ou ce que vous voulez, et rentrer en contact, et faisons des choses ensemble, que ce soit à travers Humanava ou autre chose. Merci à toi, Margot. Merci à MyRH merci Line. Arnaud. Et à bientôt. Au revoir.